One Piece récapitulatif numéro 12, le royaume d'Alabasta. L'équipage des Mugiwara se dirige enfin vers Alabasta pour sauver le royaume de leur ami Vivi, mais leur voyage est encore et toujours perturbé par les phénomènes météorologiques de Crown Line. Ce jour-là, ils tombent sur un nuage de vapeur dû à la présence d'un volcan sous-marin. Mais selon Nami, il n'y a rien à craindre à part une visibilité réduite et une odeur nauséabonde de soufre, et ils décident donc de le traverser pour éviter un détour. Mais en sortant de ce nuage de vapeur, ils découvrent qu'un étrange passager s'est involontairement introduit sur le Going Merry. En effet, Mr. Two, dont Vivi et les Mugiwara ne connaissent pas le visage, rentrait de Little Garden après avoir constaté que Mr. Three avait disparu. Il a donc lui aussi traversé le nuage de vapeur avec ses hommes, mais il s'est retrouvé sur le Going Merry malgré lui. Mais heureusement pour les Mugiwara, Mr. Two n'a pas compris que les cibles de son collègue sont toujours vivantes, et en l'occurrence, juste devant lui. Ce drôle de personnage décide de montrer ses talents aux Mugiwara en attendant que ses hommes le trouvent. Effectivement, il possède le fruit du travesti, qui lui permet de prendre l'apparence des gens qu'il touche. Sa personnalité très extravertie plaît beaucoup à Luffy, Usopp et Chopper, qui sympathisent très rapidement avec lui. Finalement, ses hommes le récupèrent mais l'appellent par son nom de code. Les Mugiwara comprennent alors trop tard qu'ils viennent de laisser filer Mr. Two, qui a en plus mémorisé leur visage. Finalement, les pirates atteignent Alabasta et décident de commencer par faire une halte au port de Nanohana, pour faire le plein de provisions. À peine leur bateau amarré, Luffy se précipite en ville pour trouver à manger. Cependant, il n'est pas le seul étranger dans ce port puisque Smoker et ses hommes sont déjà arrivés dans le royaume et cherchent des traces des Mugiwara. Ils finissent bien sûr par tomber sur le capitaine des Mugiwara et le prennent en chasse. Ayant bien retenu qu'il ne pouvait pas toucher le colonel, Luffy prend la fuite. Malheureusement, il finit par attirer les marines sur ses compagnons et ils sont donc tous repérés. Smoker s'apprête même à capturer Luffy, mais celui-ci est finalement sauvé par le mystérieux Ace. On découvre alors que le voyageur déjà à la poursuite de Barbe Noire s'avère être le frère de Luffy, bien que son nom complet soit Portgas dit Ace. Les Mugiwara en profitent pour fuir jusqu'à leur bateau pendant que leur sauveur retient les marines grâce au pouvoir de son Logia du feu. De retour au bateau, Vivi donne une lettre à Kalou et lui demande de traverser le désert jusqu'à la capitale pour avertir son père des véritables intentions de Crocodile. Effectivement, pour les habitants du royaume, le Shichibukai est un héros qui met en déroute tous les pirates s'en prenant aux civils. Quoi qu'il en soit, Ace rejoint les Mugiwara sur leur bateau, et nous en apprenons donc plus sur ce personnage. Il a grandi avec Luffy, mais comme il a 3 ans de plus que lui, il a pris la mer 3 ans plus tôt, lui aussi en quête du One Piece. Mais pourtant, il a rejoint l'équipage de Barbe Blanche et se dit capable de tout pour qu'il devienne le prochain roi des pirates. Il occupe le poste de capitaine de la seconde flotte de Barbe Blanche, mais voyage actuellement seul à la poursuite de Barbe Noire, qui faisait auparavant partie de sa flotte avant de tuer un de ses camarades et de déserter. Ace repart donc d'Alabasta sans s'attarder davantage pour laver l'honneur de sa flotte, mais il profite de ses courtes retrouvailles pour donner sa vivre garde à son petit frère. Quoi qu'il en soit, les Mugiwara sont maintenant prêts à empêcher la guerre civile dans ce royaume du sable. Pour cela, ils comptent se rendre à l'oasis de Yuba, où Vivi espère pouvoir convaincre les rebelles qu'ils sont manipulés par Baroqueworks. Ils prennent donc le bateau pour longer la côte, puis traversent le fleuve gigantesque d'Alabasta. Ils accostent ainsi à Elmar, une oasis asséchée, et continuent leur route à pied à travers le désert de sable. En chemin, Vivi explique les troubles que subit son pays. Depuis 3 ans, il n'a pas plu une goutte sur Alabasta, à l'exception de la capitale Alubarna, où se trouve le palais royal. Mais il y a 2 ans, une cargaison de Dense Powder a été découverte au port de Nanohana. La Dense Powder est une poudre magique qui fait tomber la pluie. Cependant, cette pluie est localisée, et les régions alentours subissent donc une rude sécheresse. C'est pour cette raison que cette poudre a été interdite par le gouvernement mondial peu après sa création il y a très longtemps. Alors évidemment, après la découverte d'une cargaison de Dense Powder, les habitants d'Alabasta ont accusé leur roi de leur voler la pluie, et la rébellion s'est formée, mais tout cela n'était qu'une manipulation de Baroqueworks. Bref, après plusieurs péripéties dans le désert, les Mugiwara aperçoivent enfin l'oasis de Yuba. Malheureusement, l'oasis est ensevelie sous le sable. Effectivement, Vivi est parti depuis 2 ans de son royaume, et la verdoyante Yuba a depuis subi plusieurs tempêtes de sable, et est maintenant complètement désolée. Il ne reste qu'un seul habitant dans l'oasis, Toto. La princesse s'attendait à trouver les rebelles à l'oasis de Yuba, mais le vieillard leur explique qu'ils ont déménagé leur base lorsque l'oasis s'est asséché, et ils se trouvent maintenant à Katoria, juste à côté du port de Nanohana. Dans le même temps, au nord de Yuba, dans la ville des rêves appelée Rain Base, et plus précisément au Rain Dinners, le plus grand casino de cette ville, les meilleurs agents de Baroqueworks se sont réunis. Crocodile a décidé de leur révéler sa véritable identité et son plan final qu'ils lanceront dès le lendemain. Le lendemain matin justement, Vivi propose de faire demi-tour pour se rendre à Katoria pour aller parler avec le rebelle. Mais Luffy s'y oppose. Pour lui, la solution à leur problème est d'aller vaincre Crocodile. Les Mugiwara approuvent et ils repartent donc en direction de Rain Base. Au palais royal d'Alubarna, le roi Nefertari Cobra demande au commandant adjoint de sa garde royale, Pell et Shaka, de ne pas affronter les rebelles pour éviter un bain de sang. Dans le même temps, Kalou arrive au palais et le roi prend connaissance des découvertes de Vivi sur Baroqueworks. Comprenant lui aussi que pour résoudre le conflit il doit vaincre Crocodile, Cobra demande à ses hommes de se préparer à partir pour Rain Base. 1 heure avant l'exécution du plan de Baroqueworks, les Mugiwara arrivent à Rain Base. Usopp a d'ailleurs profité du trajet pour transformer le bâton télescopique de Nami en bâton climatique dont nous verrons les capacités un peu plus tard.
Après cette longue traversée du désert, Luffy et Usopp partent trouver de l'eau dans la ville, mais tombent sur les marines que l'instinct de Smoker a conduit jusqu'ici. Les Mugiwara sont alors poursuivis par la marine, mais ce remue-ménage attire l'attention des sbires de Baroque qui les prennent en chasse également. Les pirates se dispersent alors et prennent la direction du Rain Dinners, le QG de Crocodile. Finalement, Luffy, Zoro, Nami et Usopp se retrouvent piégés par Crocodile dans son QG, tout comme Smoker qui les poursuivait de près. Ils sont ainsi enfermés dans une cage en granit marin et ne peuvent donc pas s'enfuir. Dehors, Vivi est encerclé par les sbires de Baroque, mais Pell, le commandant adjoint de la garde royale qui possède également le Zoan du Faucon, vient à sa rescousse. Malheureusement, c'était sans compter sur Miss All Sunday. La vice-présidente de Baroque se sert de son fruit du démon de l'éclosion qui lui permet de faire pousser instantanément n'importe quelle partie de son corps n'importe où et parvient à vaincre Pell. Miss All Sunday escorte ainsi Vivi jusqu'à la salle où l'attend Crocodile et ses compagnons enfermés. Folle de rage, elle se précipite sur Crocodile mais elle ne peut rien contre le possesseur du Logia du Sable. Dans le même temps, le plan de Baroque se met en place. Le roi Cobra est porté disparu au palais royal et est aperçu au port de Nanohana, où il annonce qu'il va faire raser la ville. Ses soldats s'en prennent alors aux villageois et incendient la ville. Évidemment, c'est en réalité Mr. Two et ses hommes qui ont pris l'apparence du roi et de sa garde royale, mais ça, les habitants de Nanohana et les rebelles ne le soupçonnent même pas. En plus de ça, un navire géant fonce sur le port et se renverse sur la ville. Cette agitation créée par Mr. One et sa partenaire permet à Mr. Two de s'éclipser, mais également d'armer la rébellion. En effet, le galion était rempli d'armes et les rebelles en colère contre les agissements de leur roi n'y voient qu'une heureuse coïncidence et s'arment donc avant de se diriger vers la capitale pour l'affrontement final. Au Rain Dinners, Vivi est menottée et tout se passe comme l'avait prévu Crocodile. Ou presque, puisque dehors, Sanji et Chopper sont toujours libres et le cuisinier décide de provoquer le Shichibukai pour le faire sortir en l'appelant avec son escargophone. Crocodile tombe dans leur piège et pendant que Chopper fait diversion, Sanji en profite pour rentrer à l'intérieur de son QG. Il finit par retrouver ses amis et les délivre. Une fois dehors, Smoker décide de se replier pour appeler du renfort, tandis que Vivi et les Mugiwara retrouvent Chopper qui a réussi à semer Crocodile. Tous ensemble, ils décident de se diriger vers la capitale Alubarna où l'affrontement final semble imminent. Mais à peine sortis de la ville, Crocodile les retrouve. Luffy décide de l'affronter tandis que le reste de ses compagnons partent convaincre les rebelles d'arrêter la guerre civile. Mais le capitaine des Mugiwara ne fait toujours pas le poids face à un utilisateur de Logia, et en plus d'être intouchable, Crocodile utilise des attaques de zone dévastatrices qui ne laissent aucune chance à son adversaire. Luffy se fait finalement transpercer par le crochet du Shichibukai, puis jeté dans des sables mouvants. Mais alors que Crocodile s'en va, la mystérieuse Miss All Sunday arrive discrètement sur les lieux du combat. Il sauve Luffy de l'ensevelissement, puis retrouve Pell pour lui demander d'aider le capitaine des Mugiwara. Concernant ses compagnons, ils atteignent rapidement la porte de la capitale, grâce à l'apprivoisement de différents animaux par Chopper. Cependant, les meilleurs agents de Baroque les attendent pour les éliminer et les empêcher d'arrêter la guerre. Les pirates décident de tous se cacher sous une cape, puis de se disperser. Les agents réussissent tant bien que mal à les arrêter, mais Vivi profite de la confusion pour s'enfuir vers la porte sud, où l'affrontement s'apprête à éclater. Arrivée juste à temps, elle s'interpose entre les deux camps, mais des sbires de Baroque infiltrés empêchent son intervention. Kalou retrouve alors Vivi, mais ils se font tous deux piétiner par les rebelles. Pour les Mugiwara, il est maintenant l'heure d'affronter les meilleurs agents de Baroque. Chopper et Usopp se battent en duo contre Miss Merry Christmas et Mr. Four, et parviennent à se défaire de leurs adversaires en repoussant leurs limites. Du côté de Sanji, il affronte Mr. Two qui possède des coups de pied rivalisant avec les siens, mais le cuisinier finit par le battre tant bien que mal. Nami quant à elle affronte Miss Double Finger, partenaire de Mr. One. Une adversaire redoutable donc, mais Nami peut compter sur sa nouvelle arme. Le bâton climatique que lui a fabriqué Usopp lui permet de générer des masses d'air chaudes ou froides. Couplé à ses talents de météorologue, ce bâton permet à Nami de créer, à petite échelle bien sûr, des mirages, des tornades ou encore des orages qui finissent par venir à bout de son adversaire. Enfin, Zoro affronte Mr. One qui possède le fruit Taiyadan qui l'a transformé en homme-lame. Il repousse ainsi le second des Mugiwara dans ses retranchements puisque celui-ci ne parvient pas à le blesser. À bout de force, il utilise ce qui peut s'apparenter aux prémices de son acquis de l'observation pour sentir la respiration de l'acier selon lui et finalement battre son adversaire dans une ultime attaque. Pendant ce temps-là, Vivi a atteint le palais et a retrouvé Shaka. Mais Crocodile et Miss All Sunday font leur apparition avec le roi Cobra que leur organisation avait kidnappé. Shaka tente d'affronter le Shichibukai grâce à son Zoan du chacal, mais il se fait facilement battre par Crocodile. On découvre alors les véritables intentions de l'homme sable. S'il a décidé de s'emparer d'Alabasta, c'est parce que le royaume abriterait une des 3 armes antiques, et plus précisément Pluton, dont on dit que la puissance peut anéantir une île entière. Ce que cherche en réalité Crocodile, c'est le poneglyphe qui indique son emplacement. Finalement, n'ayant pas vraiment le choix s'il veut arrêter le massacre de son peuple, le roi accepte de conduire Crocodile et sa partenaire au poneglyphe dans un temple funéraire. Une fois là-bas, on apprend que Miss All Sunday s'appelle en réalité Nico Robin, et qu'elle est la seule à comprendre le langage ancien des poneglyphes. Elle explique alors à Crocodile qu'il ne contient pas d'informations sur Pluton et raconte seulement l'histoire du royaume. Énervé d'avoir fait tout ça pour rien, Crocodile s'en prend à sa partenaire et la blesse grièvement. Mais Luffy fait alors son apparition. Ramené à Alubarna par Pell, il a réussi à retrouver la trace de Crocodile. Dans un affrontement final d'anthologie,
Luffy parvient finalement à prendre sa revanche puisqu'il a réussi à matérialiser le corps de Crocodile en solidifiant son sable grâce à son sang. Crocodile hors jeu, la tempête de sable qui faisait rage sur la capitale s'arrête et laisse place à une pluie rafraîchissante qui annonce la fin immédiate de la guerre civile. Les marines sur place, commandés par Tashigi, décident de laisser partir les Mugiwara exténués qui sont alors recueillis au palais royal pour reprendre leurs forces. Le lendemain, les marines dirigées par les colonels Smoker et Ina s'apprêtent à repartir du royaume avec Crocodile emprisonné dans leur cale. Smoker reçoit alors un appel du QG de la marine lui annonçant que Tashigi et lui sont promus au grade supérieur. Le colonel décide de refuser cette promotion, outré que le mérite de la chute de Baroqueworks revienne à lui et non aux Mugiwara. 2 jours plus tard, les Mugiwara de nouveau sur pied reprennent la mer après d'émouvants adieux avec le roi Cobra et leur éternel ami Vivi. Mais le gouvernement mondial a entre-temps augmenté la prime de Luffy à 100 millions de berries et également diffusé une prime pour Zoro d'un montant de 60 millions de berries. Pour les capturer, ils ont établi un blocus maritime autour de l'île. Heureusement, les Mugiwara peuvent compter sur l'aide amicale de Mr. Two qui fait diversion en attirant le colonel Ina, permettant ainsi aux pirates de reprendre leur route. Mais alors qu'ils sont enfin hors de danger, Nico Robin fait son apparition sur le Going Merry et leur demande d'intégrer l'équipage. Les Mugiwara s'y opposent d'abord farouchement, mais Luffy accepte finalement, expliquant qu'elle lui a déjà sauvé la vie, mais également qu'elle n'a jamais vraiment été du côté de Crocodile. Et effectivement, Nico Robin s'avère être issu d'une famille d'archéologues, mais sa tête a été mise à prix à 79 millions de berries à seulement 8 ans. La raison ? Elle est l'une des seules au monde à pouvoir lire les poneglyphes, ces blocs de pierre indestructibles qui racontent le siècle oublié pendant lequel le gouvernement mondial a probablement été fondé. Depuis ses 8 ans, Robin fuit donc la marine tout en cherchant des poneglyphes, et s'était ainsi alliée à Crocodile pour avoir accès à celui d'Alabasta. D'ailleurs, elle n'avait pas réellement tué Igaram à Whiskey Peak, puisque celui-ci est finalement arrivé à Alabasta quelques temps après l'affrontement contre Baroqueworks. Le premier personnage à retenir de cet arc est donc Nico Robin, la nouvelle Mugiwara qui devient ainsi l'archéologue du Going Merry. Ce rôle atypique dans un équipage pirate leur permettra au fur et à mesure de leur avancée de découvrir les événements du siècle oublié, la vraie nature du gouvernement mondial, mais également l'emplacement du One Piece. Cette soif de savoir est d'ailleurs le rêve de Robin, elle veut découvrir ce qu'il s'est passé durant le siècle oublié. Ses motivations sont encore inconnues à ce moment-là de l'histoire, mais croyez-moi, ce rêve est totalement en accord avec l'ambition et l'épopée des Mugiwara. Concernant son pouvoir, elle utilise le paramécia de l'éclosion, qui est très polyvalent, mais aussi assez limité lors des combats contre des adversaires vraiment puissants. Elle a donc plutôt un rôle de support qui correspond très bien avec sa personnalité mature et réservée. Cette attitude aux antipodes de celle des autres Mugiwara est très intrigante, tout comme son passé de fugitif plutôt flou et la prime de 79 millions de berries qu'elle a héritée à seulement 8 ans. Elle reste donc très mystérieuse, mais ne vous inquiétez pas, nous saurons tout de son histoire dans quelques arcs. Le second personnage à retenir est bien sûr le charismatique Portgas dit Ace. Il est donc le frère spirituel de Luffy, le commandant de la seconde flotte de Barbe Blanche, le détenteur du fruit du démon de type Logia du feu, et enfin il est à la poursuite du mystérieux Barbe Noire, rien que ça. Concernant son lien avec Luffy, on comprend qu'ils ne sont pas frères de sang, puisqu'ils n'ont pas le même nom de famille, mais ils sont très proches, le seul problème c'est que nous découvrirons leur histoire commune que bien plus tard. Il est également le troisième personnage avec un D dans son nom, après Luffy et Roger, mais il est encore trop tôt pour détailler ce point. Concernant son appartenance à l'équipage de Barbe Blanche, on ne peut pas en dire grand chose à ce moment-là de l'histoire, mais il est évident que Barbe Blanche est l'un des pirates les plus puissants du monde, puisqu'il possède une flotte, mais également qu'il est profondément admiré par Ace qui ne le connaissait pas il y a encore 3 ans. Son apparition nous en dit aussi plus concernant Barbe Noire, puisqu'il s'avère en fait être un ancien membre de l'équipage de Barbe Blanche, et il a donc déserté la flotte que commandait Ace après avoir tué un camarade. Barbe Noire est donc un personnage encore très mystérieux, mais nous en reparlerons dès le prochain épisode. Enfin, Ace a donné une vivre card à Luffy qui lui permettra plus tard de le retrouver. Un petit mot maintenant sur les ex-agents de Baroqueworks, et en particulier Crocodile, Mr. Two et Mr. Three. Effectivement, ils sont tous arrêtés par la marine, ils vont donc être jetés en prison, mais ils reviendront dans quelques sagas au premier plan et auront leur moment de gloire. Gardez donc en tête ces 3 personnages. Personnage central de cette saga, la princesse Vivi quitte finalement le Going Merry, bien que les Mugiwara auraient aimé qu'elle intègre officiellement leur équipage. Ils resteront amis et nous aurons notamment l'occasion de la revoir lors de la prochaine rêverie. Mais cette saga, et plus particulièrement cet arc, nous a montré le tempérament très fort d'une princesse prête à tout pour son peuple. On comprend également que la royauté a un statut particulier dans le monde de One Piece, puisque Vivi est la seule qui ne peut pas partir à l'aventure en quête de liberté à cause des responsabilités qui accompagnent son titre de princesse. On peut donc s'interroger sur ce que son statut impliquera dans la suite de l'œuvre, mais aussi sur ce qu'il permettra de nous montrer de la face cachée du gouvernement mondial. Parlons maintenant de Pluton, une des 3 armes antiques au pouvoir extraordinaire. Tout d'abord, le terme antique et le fait que leur emplacement, et probablement leur histoire, soient écrits sur des poneglyphes montrent que ces armes sont étroitement liées avec le siècle oublié. À partir de cette simple conclusion, énormément de théories ont été développées, et certains pensent qu'ils ont permis au gouvernement mondial de prendre le pouvoir durant le siècle oublié, d'autres pensent qu'ils étaient au contraire dans le camp de leur ennemi, et d'autres encore estiment qu'ils pourraient être la clé pour faire tomber le gouvernement mondial. Et oui,
Rien de tel qu'une arme capable d'annihiler une île entière pour détruire Red Line par exemple. Mais si énormément de théories circulent à propos des armes antiques, c'est surtout parce qu'elles sont encore très mystérieuses. Effectivement, même si nous découvrirons plus tard la deuxième arme antique nommée Poséidon, nous n'en saurons pas tellement plus, et même si tous les fans sont persuadés qu'elles seront au cœur de la fin de One Piece, force est de constater que nous ne connaissons ni la raison de leur création, ni leur utilité réelle. Concernant Pluton en particulier, la seule personne à savoir réellement où cette arme se trouve est Robin, puisque Cobra nous confirme que tout est expliqué à propos de Pluton sur le poneglyphe, et que l'archéologue a donc menti à Crocodile sur son contenu. Bien des mystères planent donc encore sur ces extraordinaires armes antiques. Pour finir, un petit mot sur la marine, puisque nous découvrons avec l'attitude de Smoker et Tashigi que la marine peut être clémente avec certains pirates. Et oui, frustrés de ne pas avoir pu arrêter Crocodile par eux-mêmes, les deux gradés de la marine ont dû se reposer sur les Mugiwara pour arrêter la guerre civile. Ils ont ensuite été révoltés que le gouvernement mondial n'assume pas que des pirates aient sauvé un royaume et accorde aux marines tout le mérite. Mais même s'ils ont facilité le départ des Mugiwara, Smoker et Tashigi ne vont pas pour autant arrêter de les poursuivre, bien au contraire. Cependant, ce ne sera pas la seule fois que les Mugiwara profiteront de cette justice plus clémente qui fait la distinction entre bons et mauvais pirates. En tout cas, c'est tout ce qu'on pouvait dire sur l'arc du royaume d'Alabasta. N'hésite pas à donner ton propre avis sur les questionnements en commentaire, mais, comme d'habitude, si tu connais déjà la suite de l'histoire, ne la spoile pas aux autres viewers.